Vous êtes bien sûr Héroïnes du sport, le podcast qui vous plonge au cœur des parcours de femmes exceptionnelles. Elles ont marqué le sport grâce à leur talent, leur persévérance et leur audace. Elles ont défié l'impossible et marqué l'histoire. Héroïnes du sport, leurs histoires méritent l'or et vous allez découvrir pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial en plein milieu de l'été parce que qui dit été dit évidemment Tour de France. Chaque année, les cyclistes hommes parcourent des milliers de kilomètres sur nos belles routes de France et par les cols les plus mythiques. Mais évidemment, je ne vais pas parler du Tour de France hommes, mais bien de celui des femmes. Parce que oui, le Tour de France femmes n'a pas commencé en 2022. Il a une histoire plus ancienne, faite de combats, d'élan, de silence, de résilience et de passion. En tant que cycliste et en tant que femme, c'est un sujet qui me touche et me tient particulièrement à cœur. Alors pour cet épisode, je vous propose de remonter le temps et de suivre l'évolution, les obstacles et les quelques pionnières pour découvrir pourquoi le Tour de France s'est fait sans ces dames. Installez-vous, c'est parti pour un voyage sur les routes du Tour de France au féminin. Pour commencer, on va revenir à la base, c'est-à-dire à la création du Tour de France. C'est en 1900, le quotidien L'Auto, l'ancêtre du journal L'Équipe, est lancé par Henri Desgranges, un ancien cycliste, pour concurrencer un autre journal sportif très influent, nommé Le Vélo. Mais pour faire la différence, il faut une idée forte, un événement spectaculaire et national. C'est Géo Lefebvre, jeune journaliste pour L'Auto, qui propose en 1902 l'idée d'une course cycliste autour de la France. Un Tour de France. C'est donc comme ça qu'en 1903, la première édition du Tour de France est lancée. La course a lieu du 1er au 19 juillet. Elle comprend 6 étapes, longues de 250 à 470 km chacune. Aujourd'hui, ce type d'étape est inimaginable sur une seule journée. La distance totale est de 2428 km. 60 coureurs sont au départ, mais seulement 21 finiront la course. Le Tour de France est un coup médiatique génial. Les ventes de L'Auto explosent, passant de 25 000 à plus de 65 000 exemplaires par jour. L'événement permet de populariser le journal, mais aussi de donner au cyclisme un ancrage national et spectaculaire. Dès l'année suivante, en 1904, le Tour devient plus réglementé puisque parfois le public aidait les coureurs. Puis, quelques années plus tard, d'autres évolutions sont apparues. L'ajout des cols mythiques dans les Alpes et les Pyrénées, comme par exemple le Tourmalet dès 1910, mais également le chronométrage, les classements par points et le fameux maillot jaune en 1919. D'ailleurs, savez-vous pourquoi la couleur jaune pour le maillot du meilleur du classement général ? Eh bien, tout simplement parce que le papier sur lequel était imprimé le journal L'Auto était jaune. Il n'y a pas plus simple comme explication. Au fil des décennies, le Tour de France est devenu un événement populaire et prestigieux qui a permis au cyclisme de se professionnaliser et de devenir un sport national en France et l'un des événements les plus médiatisés au monde après la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Mais qu'en est-il du cyclisme féminin à cette même époque ? Le vélo est, au début du XXe siècle, un outil d'émancipation pour les femmes. Il permet une autonomie de déplacement inédite à une époque où leur mouvement était très restreint. Cette émancipation bouleverse certaines normes sociales, les femmes adaptent leur tenue et le cyclisme devient alors un symbole des luttes féministes pour la liberté vestimentaire. Le cyclisme féminin est, à cette époque, vivement critiqué. Certains médecins prétendent que le vélo pourrait nuire à la fertilité ou à la féminité des femmes, à son image de douceur, de fragilité et de pudeur. L'idée d'une femme sportive dérange. Cela remet en cause son rôle traditionnel d'épouse, de mère et de femme au foyer. Côté santé féminine, des articles pseudo-scientifiques de l'époque affirment que la position du vélo entraînerait des troubles nerveux, que le sport épuiserait les réserves vitales des femmes et il masculiniserait leur corps et nuirait à leur beauté naturelle. Ainsi, on peut dire qu'à cette époque, beaucoup de préjugés émanent des hommes sur le cyclisme féminin. Mais pour les femmes, c'est bien plus qu'un loisir. Le cyclisme est un terrain de lutte contre les préjugés.
À travers cette activité, les femmes défient les idées reçues sur leur place dans la société, leur corps et leur liberté. On peut relever quelques pionnières qui ont contribué indirectement au développement du cyclisme féminin, comme par exemple Annie Londonderry, qui fut la première femme à faire le tour du monde à vélo entre 1894 et 1895. Ou bien encore l'anglaise Tess Reynolds, qui, à 16 ans, bat un record de vitesse sur 120 miles, soit 193 km, en tenue de bloomer, donc avec des pantalons très bouffants, ce qui fit à l'époque un gros scandale. Maintenant que le contexte est posé sur le cyclisme féminin et sur l'apparition du Tour de France au début du XXe siècle, nous allons directement nous intéresser aux premières tentatives du Tour de France féminin. Ce dernier a lieu pour la première fois en 1955. 40 participantes sont au départ sous la direction du journaliste Jean Leliot. À cette même période, il n'y a même pas encore de championnat du monde sur route féminin et les championnats de France féminins existent seulement depuis 4 ans, soit depuis 1951. La première édition comprend 400 km sur 5 étapes. Cette édition est remportée par la Britannique Millie Robinson. Malheureusement, ce tour ne connaît qu'une seule édition. L'organisateur se désintéresse lui-même de ce tour. La couverture médiatique de l'événement est également empreinte de sexisme. En 1956, le journal L'Équipe conclut, je cite, « Le bon sens a triomphé, elles devront se contenter des épreuves existantes et du cyclotourisme, ce qui correspond beaucoup plus à leurs possibilités musculaires. » Suite à ça, pendant près de 30 ans, aucun Tour de France féminin n'a été recréé, jusqu'à ce qu'en 1984, alors que les compétitions féminines de cyclisme se développent un petit peu plus dans le monde, notamment par exemple lors des Jeux Olympiques de Los Angeles cette même année, c'est le directeur de la société Tour de France, donc Félix Lévitan, qui souhaite associer champions et championnes avec des parcours communs empruntés par le peloton féminin chaque jour en ouverture des hommes. Ce qui permet ainsi au Tour de France féminin de profiter des personnes sur le bord de la route, de l'ambiance générale du Tour pour propulser le Tour de France femmes. Ainsi, la première édition regroupe 36 coureuses réparties en 6 équipes nationales, Canada, USA, France A, France B, Grande-Bretagne et Pays-Bas. Elle est composée de 18 étapes avec un peu plus de 1000 km au global. L'étape la plus longue est de 78 km et celle la plus courte de 49 km. C'est l'américaine Marianne Martin qui remporte le classement général. Jusqu'en 1989, le Tour de France Femmes monte doucement en puissance avec plus d'équipes, plus d'étapes et surtout des figures emblématiques comme Gianni Longo qui remporte 3 éditions ou bien encore sa fidèle rivale, l'italienne Maria Canins qui en remporte 2. Une fois de plus, cette petite montée en puissance du cyclisme féminin ramène avec elle son flot de commentaires sexistes. Sur un plateau télé, en 1987, Gianni Longo, triple championne de France, se retrouve face à Marc Madiot, cycliste pro et vainqueur de Paris-Roubaix en 1985. Durant cet échange, Marc Madiot ne mâche clairement pas ses mots. Je vous laisse avec un court extrait de cette émission diffusée à l'époque sur Antenne 2 et archivée par l'Institut national de l'audiovisuel. Il y a 3 ou 4 jours, je t'ai vu en venir aux mains avec une autre adversaire. Nous, on ne l'a jamais fait. Premier point. Deuxième point. Non mais attends, laisse-moi terminer. Deuxième point, c'est complètement inesthétique. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football... C'est charmant. Non mais c'est vrai. Je le reconnais. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche. Et je le dis. Tiens, mais pourquoi voir une femme sur un vélo, c'est moche. C'est mon opinion. Ça n'engage que moi. S'il y a des gens qui trouvent ça bien, tant mieux pour eux. Moi, ça ne me plaît pas. Moi, je n'étais pas d'accord. J'aimerais savoir pourquoi un homme est plus joli sur un vélo qu'une femme. Je pense qu'il faut savoir respecter. Le sport cycliste est un sport extrêmement difficile. Moi, j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. C'est mon point de vue personnel. On peut pas dire. Maintenant, si ça te plaît t'arracher sur un vélo, c'est ton problème, c'est pas le mien, c'est tout. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. Comment ? Cet échange a marqué les esprits. Gianni Longo, pourtant calme et posé, tente de répondre dignement, mais on ne lui laisse pas vraiment la parole. Ce n'est pas un échange, c'est une démonstration du sexisme ordinaire dans le cyclisme de l'époque. Ce genre de discours explique en partie
pourquoi le Tour de France féminin peine tant à exister. Ainsi, de nouveau, la Société du Tour de France décide de mettre un terme au Tour de France féminin, car l'organisation des 2 tours presque simultanément est devenue trop lourde à gérer, ainsi qu'un gros manque d'intérêt du public. Le Tour de France féminin réapparaît tout de même en septembre 1990 sous le nom de Tour de la CEE féminin. Malheureusement, étant loin des projecteurs du Tour de France masculin, l'épreuve disparaît après seulement 4 éditions. Après cette interruption, 2 courses indépendantes tentent à leur manière de reprendre le flambeau. Dans un premier temps, le Tour cycliste féminin, disputé de 1992 à 2009, mais sans le soutien d'ASO, donc Amaury Sport Organisation, l'organisateur n'a ainsi pas les droits pour l'appellation Tour et renomme donc la course à étapes Grande Boucle Internationale Féminine. Mais des difficultés financières et d'organisation s'accumulent. Les participantes pointent du doigt la mauvaise qualité des hôtels, les temps de transfert entre les étapes ou encore le non-paiement des primes de course. Dans un second temps, la Route de France féminine, disputée de 2006 à 2016, apparaît. Cette épreuve est pendant cette période la plus grande course féminine par étape se déroulant en France. C'est en 2005, après le déclassement de la Grande Boucle féminine internationale à un niveau inférieur, l'Union cycliste internationale, donc UCI, lance un appel à projet pour créer une course à étapes d'envergure internationale en France. La société Route et Cycle, dirigée par Hervé Gérardin, ancien collaborateur d'ASO, est alors choisie pour organiser cette nouvelle épreuve baptisée Route de France féminine. La première édition se tient donc en 2006. Toutefois, la course peine à s'imposer et ne parvient pas à tirer parti de l'arrêt définitif de la Grande Boucle féminine en 2009. Faiblement médiatisée et confrontée à des difficultés logistiques, elle n'est pas organisée en 2011, mais fait son retour en 2012. En 2017, un nouveau revers survient. L'épreuve est annulée faute d'avoir pu intégrer le calendrier UCI World Tour féminin en raison d'un chevauchement de dates avec les championnats d'Europe et les courses suédoises de Vårgårda inscrites au World Tour. L'édition suivante, en 2018, est de nouveau annulée. Ces 2 annulations successives finissent par décourager l'organisateur qui annonce officiellement son retrait définitif du cyclisme féminin international. Ainsi, la Route de France féminine s'éteint après 10 éditions. En parallèle, durant cette période, précisément en 2013, l'ancienne cycliste professionnelle américaine Catherine Bertin, également journaliste et documentariste, a cofondé le Tour Entier, un groupe militant rassemblant Marianne Vos, Emma Poulet et Christy Wellington pour réclamer retour d'une édition féminine du Tour de France. Une pétition est ainsi lancée en juillet 2013. Elle est adressée à Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France Hommes, et à ASO. Cette pétition est signée par près de 100 000 personnes et environ 62 000 au bout de quelques jours seulement. Le texte demande un tour féminin concomitant avec le tour masculin, même jour, même parcours avec ajustement logistique pour éviter les interférences entre les 2 courses, mais également l'ébullition des restrictions de distance pour les femmes, la création de plusieurs étapes et d'un circuit des grands tours ainsi que davantage de visibilité et d'investissement et de diffusion médiatique. Grâce à cette mobilisation, en 2014, ASO lance la course by Le Tour de France, une course féminine d'1 jour tenue sur les Champs-Élysées juste avant la dernière étape du Tour masculin. Bien que la course by Le Tour de France ait apporté un peu de visibilité au cyclisme féminin, son format, c'est-à-dire une seule journée, a été jugé insuffisant par Catherine Bertin et d'autres. L'objectif demeure un Tour de France féminin complet sur plusieurs semaines. Toujours à cette même période, d'autres pays montrent l'exemple. En 2014, le Royaume-Uni lance The Women's Tour, une épreuve à étapes bien structurée et largement diffusée qui devient rapidement une référence. L'année 2016 marque un autre tournant avec la création du Women's World Tour par l'UCI, remplaçant l'ancienne Coupe du Monde féminine. Ce nouveau circuit propose un calendrier plus complet, intégrant des classiques prestigieuses comme Liège-Bastogne-Liège et Paris-Roubaix Femmes et des courses à étapes reconnues.
Ce long combat aboutit finalement à la création du Tour de France Femmes avec Zwift en 2022, organisé par ASO et ayant comme directrice la consultante et ancienne cycliste pro Marion Rousse. La première édition démarre de Paris sur les Champs-Élysées le jour de l'arrivée du Tour de France masculin. 144 coureuses réparties sur 24 équipes de marques sont au départ. Elles concourent sur 8 étapes pour 1033 km, avec une victoire au classement général d'Annemiek van Vleuten. 2024, et pour la première fois chez les femmes, le grand départ du Tour a lieu à l'étranger et précisément à Rotterdam. Depuis sa relance en 2022, le Tour de France Femmes avec Zwift est célébré comme un tournant majeur pour le cyclisme féminin. L'édition 2024 a confirmé cette tendance, attirant 20 millions de téléspectateurs, dont 4,3 millions pour l'étape de l'Alpe d'Huez. Soutenu par des sponsors majeurs tels que Zwift, Santini ou Continental, et porté par un dispositif médiatique massif, l'événement est désormais considéré comme le Graal du Women's World Tour. Mais derrière cet engouement se cache une réalité plus contrastée. Le succès du Tour, s'il a permis une visibilité sans précédent pour les coureuses, a aussi révélé une fracture grandissante au sein du cyclisme féminin. De nombreuses courses du calendrier UCI Women's World Tour, comme le Women's Tour de Grande-Bretagne ou le Tour de Scandinavie, ont été annulées ou réduites, faute de financement suffisant. Les sponsors concentrent désormais l'essentiel de leurs ressources sur les épreuves les plus médiatisées, laissant les autres en grande difficulté. Ce déséquilibre nuit à la diversité et à la stabilité du calendrier. Les petites équipes, aux moyens limités, peinent à suivre le rythme d'un calendrier exigeant, réparti sur plusieurs continents, avec des effectifs souvent insuffisants. Par ailleurs, l'UCI est régulièrement critiquée pour son manque de stratégie globale en faveur du cyclisme féminin, se contentant de superviser sans assurer la promotion et la viabilité des courses moins visibles. Ce modèle concentre donc visibilité et financement sur quelques épreuves phares, au risque d'éroder tout un écosystème. Le Tour de France Femmes incarne une avancée symbolique et commerciale importante, mais il ne peut à lui seul porter l'ensemble du cyclisme féminin. Pour que cette dynamique devienne durable, il est essentiel d'élargir le soutien financier, logistique et institutionnel à l'ensemble du calendrier féminin, en repensant peut-être à sa gouvernance et à sa gestion. Ainsi, le succès du Tour de France Femmes pose une question centrale. Assistons-nous à l'essor du cyclisme féminin dans son ensemble ou seulement à l'ascension spectaculaire d'un événement unique ? Autre problème majeur de cette relance du Tour de France féminin, c'est cette différence marquante concernant le nombre d'étapes. Les hommes ont 21 étapes sur 3 semaines, couvrant environ 3500 km, alors que les femmes sont à 8 étapes, cette année les étapes passent au nombre de 9, sur un peu plus d'une semaine, soit environ un peu plus de 1000 km. Cette différence n'est pas simplement logistique, elle renvoie à une hiérarchie implicite entre les deux épreuves, où le tour féminin est souvent perçu comme un mini-tour ou une version allégée. S'il y a moins d'étapes, cela signifie moins de jours de couverture médiatique, donc moins de visibilité pour les équipes et les sponsors. Les organisateurs justifient ce format réduit par la volonté d'assurer une croissance durable en tenant compte des budgets plus modestes des équipes féminines. Il y a également des contraintes logistiques car les équipes féminines ont moins de personnel, de matériel et de véhicules que leurs homologues masculins. Mais le passage de 8 à 9 étapes en 2025 est aussi un signe encourageant. Lors de la conférence de presse à J-100 du grand départ en Bretagne, Marion Rousse, la directrice de l'épreuve, insiste sur la portée symbolique de cette évolution. Je suis impressionnée qu'en 4 ans, on ait réussi à un tel résultat, qu'on passe de 8 jours de course à 9 jours, c'est un message fort envoyé au cyclisme féminin. Ça veut dire qu'évidemment, on ne se repose pas sur nos lauriers et surtout qu'on se ferme la porte à rien. Cette déclaration montre bien que les organisateurs ont tout de même conscience des enjeux d'image et de reconnaissance. Ils avancent avec prudence, certes, mais avec l'ambition affichée de faire grandir durablement l'épreuve. D'ailleurs, Marion Rousse déclarait déjà en 2022, dans un article de France Info Sport, vouloir y aller progressivement et pas plus vite que le développement du cyclisme féminin, avec un objectif clair, que le Tour de France Femmes soit toujours là dans 30 ans.
Vous connaissez maintenant l'histoire du Tour de France Femmes, qui est bien plus qu'une simple course. C'est le reflet d'un siècle de lutte pour la reconnaissance des femmes dans le cyclisme. Après des décennies d'oubli, de relances manquées et de combats militants, l'épreuve a enfin retrouvé sa place depuis 2022. Si le succès est là, les inégalités persistent encore. Moins d'étapes, moins de moyens et un cyclisme féminin encore fragile. Le passage à 9 étapes en 2025, comme l'a souligné Marion Rousse, est un signal fort. Mais il ne suffit pas. À quand un vrai tour féminin ? Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'hésitez pas à soutenir mon travail. J'ai passé beaucoup de temps sur cet épisode. Donc un petit j'aime, un abonnement, un partage aidera à soutenir le temps que j'y consacre et à accroître l'intérêt du sport féminin. Je tiens aussi à préciser que les extraits utilisés dans cet épisode sont utilisés ici à des fins de citation, d'illustration et de contextualisation dans un cadre non commercial. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve en septembre pour de nouveaux épisodes d'Héroïnes du sport. À très vite!